Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement avec British American Tobacco? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons ici une entreprise qui paie un dividende de près de 6,29% ici. Donc, c'est une entreprise qui a l'habitude de payer un dividende ici. Donc, le dividende est généralement de plus en plus croissant année après année. Bon, vous savez que ce n'est pas une métrique sur laquelle je vais m'attarder pendant longtemps. Ce n'est pas que ce n'est pas important, mais c'est juste que ce qui m'intéresse plutôt, c'est est-ce que l'entreprise a les moyens d'au moins continuer à ramener du free cash flow chaque année après année sur une base assez stable, d'accord, de préférence une base croissante. Donc ici, un dividende qui est croissant ici depuis, je pense que c'est avant 98 même. Donc ici, j'ai des résultats à peu près aux alentours de 1997. On voit ici la croissance du dividende depuis 1997. Actuellement, on verse à peu près 2,18 pounds donc, par action. Donc je pense que c'est en livres sterling, je ne sais même pas comment. Donc c'est 2,18 livres sterling par action. Donc c'est une entreprise ici qui est cotée plutôt sur le London Stock Exchange, d'accord? Donc c'est un cigarettier. OK, donc comme vous allez revoir ici l'entreprise, on a à peu près plusieurs marques ici, donc on peut retourner ici pour voir à peu près, pour ceux qui sont des fumeurs, je pense qu'ils vont reconnaître les marques directement ici. On a Views, en tout, ça c'est la marque, ça c'est, je pense, c'est le segment ici, comment on appelle encore ça, les cigarettes électroniques, je pense bien. Donc vous avez ça, Views, vous avez Glow, Vélo, vous avez également Palmal, Dunhill, Kent, Lucas Strike, voilà, ce genre de Camel pour l'Europe, Newport, enfin pour les États-Unis et Newport également. Donc voilà, ils font un peu de tout, ils sont un peu partout. Ok. Donc c'est un cigarettier et quand on parle de cigarettier ici, vous savez que sur le plan pas sur le plan de la santé, c'est une compagnie qui a une pression, qui a de plus en plus, qui subit de plus en plus la pression gouvernementale, notamment l'augmentation des taxes sur les cigarettes, etc. Donc il y a beaucoup de choses ici qui influencent négativement cette industrie. Mais bizarrement, c'est une industrie qui continue à croître parce qu'elle a réellement, c'est une industrie qui a un pricing power certain. Pas toutes les entreprises, mais les plus anciennes comme celle-ci, elles ont un pricing power certain. Donc vous allez voir ici que ce n'est pas des entreprises où il y a une énorme croissance parce que la croissance ici est plus par acquisition. Donc quand on regarde ici cette compagnie ici, donc vous savez que généralement quand on fait une analyse ici, on recherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PE moyen, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Donc au niveau du revenu ici, qu'est-ce que je vais prendre? Donc je regarde ici le revenu sur les dernières années. Vous voyez ici qu'on a une croissance des revenus certaine. D'accord. Donc, quand on regarde la croissance des revenus ici on va prendre les 10 dernières années. Donc, en moyenne, sur les 10 dernières années, on a à peu près voilà, on a 5% de croissance sur les 10 dernières années, d'accord? Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 11% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 1,77% de croissance sur les 3 dernières années. Donc, ici, la croissance est due à quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions. Donc, ici, quand un secteur est menacé, d'accord, il a tendance à se consolider, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ça vous permet ici de pouvoir maintenir les marges à peu près stables, ok? Donc, il n'y a plus beaucoup de cigarettiers dans le monde. Je pense que vous allez voir vous allez voir les Altria, vous allez voir les Philip Morris, vous allez voir British American Tobacco, vous allez voir les Imperial Tobacco, je pense bien que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je pense, attends, donnez-moi juste un instant, c'est IMP, donc Imperial, je pense que c'est Imperial Tobacco, je pense bien. Vous avez également le Japan Tobacco. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qui reste ici ont un pricing power certain. Donc, ici, au niveau de la croissance, je prends croissance des revenus ici. On va prendre zéro. OK, on va juste se limiter là. Elle arrive à se maintenir à peu près stable ici. Vous voyez que sur les dernières années, donc si on prend juste le revenu ici, donc vous voyez qu'ici, on se maintient. On a une baisse ici, on a une croissance à ces niveaux. Donc, il faut déjà voir qu'à ce niveau-ci, ça peut être dû au fait que vu qu'on prévoit une acquisition ici, on vend parfois certains segments d'activité. OK? C'est par rapport à la concurrence ici. Donc, quand je prends le revenu ici, on a à peu près aux alentours de 26 milliards, 26,38 ici, donc c'est en livres sterling, d'accord, attention. Donc vous voyez ici qu'en date d'aujourd'hui, on a une croissance des revenus, d'accord, en tout cas sur les derniers par rapport à la même période en 2021. Donc on va prendre ici 26,38 ici, d'accord, en termes de revenus. Donc 26,38 c'est en pound, d'accord, 26,38 soit pound, soit en livres sterling, c'est comme vous voulez. Donc, on va dire en livres sterling parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises ici. Donc, 26,38. Maintenant, on regarde quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Deuxièmement, on va regarder ici la tendance. La croissance, on avait dit zéro parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas de croissance, mais ici, on va mettre zéro. Donc, au niveau des free cash flow, donc ici, je prends les free cash flow. On prend ici free cash flow. Je vais comparer les free cash flow avec les net income. D'accord? Pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe. Je mets ici net income, dilute net income. On mélange ça. On les met sur le même graphique, on regarde à quoi ça ressemble.
Donc ici, j'essaie de voir si si les free cash flow ont tendance à être au même niveau que les net income. D'accord? Donc vous voyez ici que sur les dernières années, en tout cas, il y a une erreur ici. Je pense que ça, c'est une erreur. Parce que vous ne pouvez pas avoir des net income de 37 milliards pour une entreprise qui a une moyenne de revenus de 37 milliards. Ça n'a pas de sens. Donc je pense que ça, c'est une erreur ici. Et l'erreur ici peut également être due au fait qu'on a fait une acquisition à peu près à cette période-ci. Donc je pense que ça, c'est le logiciel qui fait cette erreur-ci. Ce n'est pas qu'ils ont gagné 37 milliards. Il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder ça sur plusieurs angles. C'est très important. Donc, quand on revient ici, vous voyez que, bon, à peu près sur les 3 dernières années, je vais prendre les 3 dernières années surtout, en moyenne, les free cash flow et les net income les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Et ça, c'est normal parce que c'est une entreprise qui déprécie énormément. Donc, quand vous regardez ici à ce niveau-ci, vous constatez quoi? On va prendre ici je vais prendre ici la moyenne, d'accord, pour faire simple. On va prendre la moyenne des free cash flow. Et vous voyez, la moyenne des free cash flow est à peu près aux alentours de 9 milliards de livres sterling. Nous voyons aussi que la moyenne on peut se dire que la moyenne ici des net income aux alentours voilà, on va se dire 6 milliards par là. Je peux également le mettre ici, donc on va mettre la moyenne, on va prendre en bas, on met la moyenne ici, ça revient, on est à combien? À peu près à 6 milliards. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une différence ici? Vous allez voir que la différence, je pense bien que ça vient du compte de dépréciation-amortissement. Donc on va mettre ça ici, dépréciation-amortissement, on va le mettre là, dépréciation, amortissement, on le met ici, cash flow, last 12 months, voilà, on met ça, on ferme ça, et je vais comparer avec le capital expenditure. Donc, elle déprécie énormément, mais elle ne dépense pas la même somme pour la dépense en capital. Donc, on va prendre ça ici. Voilà. Donc, vous remarquez que depuis 2018, ici, le compte dépréciation-amortissement a augmenté littéralement, alors que le compte capital expenditure est à peu près assez stable. Ça, ce sont les 12 derniers mois, donc il peut y avoir quelques modifications à faire si l'année n'est pas terminée, d'accord? Donc, ce n'est pas comme si ça a baissé cette année-ci. Donc, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a des free cash flow qui sont plus élevés que les net income, d'accord? Faites attention, ça peut également être lié à, par exemple, des charges, des charges. On peut prendre des charges uniques ici. Donc, par exemple, si on a du goodwill, donc déprécier les actifs intangibles ici. Donc, ce sont des charges non financières. Ça impacte négativement les bénéfices nets, mais les free cash flow restent à peu près stables. Donc, ça nous permet d'économiser en termes d'impôts. C'est pour ça qu'il faut souvent regarder les free cash flow et les net income et les comparer et questionner pourquoi est-ce que l'un est plus élevé que l'autre. C'est très important. Donc, alors, pour les free cash flow ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la moyenne des free cash flow. Je ne vais même pas prendre au niveau de, comment on appelle ça? Je ne vais pas prendre au niveau de la marge ici. Donc, je vais prendre la moyenne en termes de volume. Ici, on a 9 milliards. OK? Je prends 9 milliards ici en termes de free cash flow. 9 milliards. Ce n'est pas en pourcentage. Donc, le nombre d'actions ici, donc nombre d'actions, on veut voir un nombre d'actions qui diminue, d'accord, ou bien qui reste stable. Mais également, vu que je sais qu'on a fait une acquisition, on s'attend à ce qu'il y ait plutôt une augmentation à une certaine période. Donc, vous voyez ici que l'acquisition a eu à peu près aux alentours de 2017. Donc, vous voyez qu'on a une augmentation ici. Avant cette période, on avait une diminution. Donc, ce sont des entreprises qui rachètent généralement leurs actions. Donc, je pense ici que vous voyez que sur les 3 dernières années, on a une diminution du nombre d'actions ici. Donc, on a à peu près 2 milliards 290 millions, d'accord? Donc, je vais mettre ici 2 milliards 290 millions. En tout cas, en date d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai. 9 en termes de nombre d'actions. Le PER moyen, alors, vous allez remarquer que vu que c'est une industrie qui est un peu en difficulté, c'est pas comme si c'est une industrie qui va mourir. Hein. C'est juste qu'il y a des nuages gris à l'horizon, d'accord, par rapport aux pressions gouvernementales. Mais c'est une industrie qui se porte très, très bien. OK? Vous n'avez qu'à voir ici, elle a un pricing power certain. Vous allez voir le revenu est à peu près stable. Oui, on fait des acquisitions, mais vous allez voir que la marge brute ici, à long terme, la marge brute augmente de plus en plus. Ici, on a en 2016, on est aux alentours de 60% ici. Actuellement, aux alentours de 80%. Donc, on a le pricing power qui est de plus en plus certain. Donc, c'est bien que le pricing power augmente, mais c'est bien que la marge brute augmente, mais est-ce que les marges EBITDA, premier niveau de rentabilité, c'est pas la rentabilité, attention, augmente également. Vous voyez que la marge EBITDA augmente. Donc, on a un pricing power ici. OK? Mais également, il faut voir. Quand vous allez questionner le revenu, posez-vous la question, est-ce que c'est le prix, le mix prix et volume? Est-ce que c'est le prix qui impacte l'augmentation des marges ou bien les volumes vont également ensemble? Si on augmente le prix alors que les volumes baissent, ce n'est pas bon à long terme. OK? Ce n'est pas bon à long terme. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais il faut faire attention. D'accord? Ça prend avec des pincettes. Donc, ici,
On a déjà pris on a toutes les informations, on a le PER. Donc ici, vu que j'ai pris les free cash flow, je vais prendre le price to free cash flow. Personnellement, je paierais aux alentours de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Personnellement, pas plus que 15 fois les bénéfices. Notamment par rapport, je sais que c'est pas une entreprise, c'est pas une industrie, il y a beaucoup de croissance également. La croissance est également par acquisition ici et je sais que c'est pas une industrie qui va mourir. Et en plus, le cannabis, donc l'avènement du marché du cannabis nous donne peut-être un relais de croissance future. Ok, parce que je pense que ceux qui vont s'en sortir dans le domaine du cannabis, ce sont les cigarettiers. Ils ont assez de moyens pour pouvoir investir et développer des marques autour. D'accord? Donc, alors, quand on prend ici le price to free cash flow, je prends ici la moyenne. Donc, pour faire simple, hein, moi, j'ai une préférence pour la médiane, je prends les deux. Donc, quand vous comparez le price to free cash flow ici sur les 20 dernières années, vous allez voir qu'on a à peu près à 14 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on s'échange à peu près à 14, 15 fois les bénéfices ici. Sur les 5 dernières années, vous voyez qu'on a une décote, on est plutôt à 10 fois les bénéfices. Quand je paye une entreprise à 10 fois les bénéfices, je n'enlève même pas la dette. Parce que je pense que 10 fois les bénéfices, c'est déjà assez bas. D'accord? Je commence à enlever la dette à partir d'un niveau, dépendamment de l'industrie, hein, à partir d'un niveau à 15 fois les bénéfices par là. Donc, dépendamment de l'industrie, parce que si c'est une compagnie, par exemple, financière, 10 fois les bénéfices, c'est déjà assez élevé pour moi. OK? Donc, ce n'est pas toutes les compagnies qui se négocient à 10 fois les bénéfices. D'accord? Par exemple, quand vous allez regarder une compagnie pétrolière, 10 fois les bénéfices, posez-vous la question, est-ce qu'on est dans un cycle haussier ou baissier? D'accord? Parce que le pire moment d'acheter ce genre de compagnie, c'est quand tout va bien. Le meilleur moment, c'est quand tout va mal. D'accord? Donc, Total sera peut-être une compagnie intéressante quand le prix du pétrole va arriver aux alentours des $60 à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est à ce moment parce que l'être humain est soit très optimiste, en tout cas en bourse, on est soit très optimiste, soit très pessimiste. Quand le prix monte, on se dit que ça va monter jusqu'à la fin des temps. Quand le prix baisse, on se dit que ça va baisser jusqu'à la fin des temps. Et le rôle d'un investisseur, c'est de trouver à peu près un certain équilibre entre les deux. C'est pour ça que vous devez questionner les faits et l'histoire. D'accord? Donc ici, on voit quoi? 10 fois les bénéfices en moyenne. OK. Sur les 10 dernières années, on se paye à 14, 15 fois les bénéfices. OK, donc j'ai entre 10 et 15 fois. 10 fois les bénéfices, j'enlève pas la dette. À 15 fois les bénéfices, j'enlève la dette. OK, donc on prend ici le niveau d'endettement. Donc je prends ici 10 fois les bénéfices avec la dette, 10 fois les bénéfices sans la dette. Attention, et on met ici à côté. On met ça et 15 fois les bénéfices avec la dette. OK. Dette nette. Vu qu'on a fait une acquisition ici, je m'attends à un niveau de dette nette assez élevé ici. D'accord. Donc, je vais également comparer, par exemple, on prend la dette nette ici. Dette nette, où est-ce que tu es? Dette nette, dette nette, dette nette. Voilà. Net dette, voilà. Donc, net dette ici aux alentours de 40 milliards. D'accord. Donc, vous voyez ici qu'on a fait une acquisition, on était à 46 milliards ici. Là, on est à 40 milliards. Donc, on repaye à peu près la dette ici. Donc, 40 milliards. Sur la dette nette qu'on va mettre ici. Donc, je vais mettre 41 milliards pour faire simple. 41 milliards ici. J'aime travailler généralement comme ça. D'accord? Donc, je prends 41 milliards. Je sais qu'on a 300 millions de plus ici. Donc, c'est pour faire simple. 41 milliards ici. Alors, après la dette nette ici, je vais essayer de voir, pas que je vais essayer de voir, vous constatez ici qu'on a des free cash flows en moyenne sur les 3 dernières années de 9 milliards. D'accord? On a une dette nette aux alentours de 41 milliards. Donc, on paye la dette ici au total, juste avec les free cash flows en 4,5 ans, en moins de 5 ans. Juste avec les free cash flows. OK? Donc, c'est-à-dire qu'avec les EBITDA, par exemple, si on doit repayer la dette ici, on sera à un chiffre moins élevé que ça. Donc, si on fait dette nette sur EBITDA ici, on va trouver un chiffre moins élevé que ça. Donc, on est à 3,4 fois. Et la moyenne, si on doit être à 5 à peu près. D'accord? Donc, en dessous de 5, c'est bon. OK? Donc, je prends la dette nette ici. Qu'est-ce qu'il nous manque maintenant ici? Il nous manque le dividende. Le dividende, on va le questionner ici. On va le comparer tantôt avec les free cash flow. Donc, j'ai tous les éléments nécessaires pour calculer la valeur de l'entreprise ici, aujourd'hui. Donc, ici, 10 fois les bénéfices. D'accord? Sans la dette. Without debt. D'accord? Donc, sans la dette. Without debt. Sans la dette. Ça nous donne combien? Alors, 9 milliards, c'est le free cash flow actuel. Enfin, en moyenne sur les 3 dernières années, multiplié par 10 fois les bénéfices, ça fait 90 milliards, d'accord? Divisé ici par le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, on a combien? 2 milliards 290. Ça nous donne ici aux alentours de 39 pounds, donc 39 livres sterling. Donc, on va mettre ici 39 GBP, donc c'est en livres sterling. OK, à 10 fois les bénéfices, c'est 39 livres sterling. Actuellement, on cote à combien? 34,60, donc 35 livres sterling. L'entreprise est correctement évalué, mais ça reste toujours une opportunité d'investissement parce que je vous ai toujours dit une chose, c'est un rendement. C'est-à-dire que si on vous distribue la totalité des free cash flow ici en termes de dividendes, vous aurez un rendement de combien? 10%. OK? Une compagnie à 10% ici, tant et aussi longtemps que les free cash flow sont stables, on a une opportunité. Donc 10% ici, c'est assez généreux. Donc je pense que même au prix actuel, pour ceux qui recherchent un dividende, ça peut être intéressant. Maintenant, on passe au suivant. Alors, à 15 fois les bénéfices, d'accord? 15x avec la dette. Donc, with dette, d'accord? On met ça ici. Ça nous donne combien? Donc, 15 fois les bénéfices. Donc, on prend ici 9 milliards. D'accord? Multiplié par 15. D'accord? Moins la dette nette qui est aux alentours de 41 milliards. OK?
Ça nous donne combien ici? 94. Divisé par à peu près 2 milliards 290. Ça donne au total ici 41 pounds, donc 41 livres sterling, 41 GBP. Donc vous constatez ici que le marché apprécie cette compagnie-ci en prenant en considération déjà la dette, ce qui est généralement rare. C'est pour ça qu'il faut souvent bien vérifier les choses. Donc à 10 fois les bénéfices, posez-vous la question, mais pourquoi est-ce que cette entreprise va se négocier à 10 fois les bénéfices alors que ce n'est pas une entreprise, enfin, oui, il y a une certaine décroissance, mais à la fin de la journée, les revenus ne font qu'augmenter, les marges ne font qu'augmenter, et la décroissance est liée à une situation particulière. C'est pas que le nombre de fumeurs diminue, c'est juste qu'on vous combat littéralement. Est-ce qu'on a des relais de croissance? Oui. Au niveau de ces relais de croissance, quelles sont les marges bénéficiaires également? Donc ici, cette compagnie pourrait s'échanger entre 39 pounds, entre 39 livres sterling et 41 livres sterling. Elle est correcte. Je ne dirais pas qu'elle est sous-évaluée. On va se dire qu'elle est correctement évaluée au prix actuel. Maintenant, c'est une compagnie à dividende. Okay? Ceux qui investissent cette compagnie-ci, je recherche généralement le dividende. Donc, je voudrais déjà vous montrer ici le dividende. Le dividende par action ici, dividende per share. Donc, on a ça ici. Et je vais le comparer ici au free cash flow per share. Donc, free cash flow ici par action. D'accord? Ça nous donne ça. Je les mets sur le même graphique. Ça vous permet de voir. Regardez l'écart entre les deux. L'écart entre les deux, c'est votre payout ratio. Donc, c'est-à-dire que vous constatez que l'écart a drastiquement augmenté depuis notre acquisition. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, on vous distribue à peu près 2,18 livres sterling par action, alors qu'on gagne à peu près 4,5 livres sterling par action. C'est-à-dire que notre payout ratio en date d'aujourd'hui, on le fait juste comme ça, divisé par 4,5, ça nous donne à peu près, on a un payout ratio aux alentours de, voilà, aux alentours de 48%. OK? Donc, un peu moins que 50% ici. Donc, c'est à peu près correct. Et il lui reste encore assez d'argent pour repayer, je pense, à peu près aux alentours de 5 milliards par là pour repayer à peu près la dette. D'accord? Donc, vous voyez ici que l'entreprise, au niveau du dividende, est assez safe. Et si elle vous donne la totalité du dividende, du free cash flow ici aujourd'hui, donc la totalité du free cash flow actuel, hein, vous savez qu'on a pris un free cash flow de 9 milliards, alors que le free cash flow actuel est de 10 milliards. D'accord? Faites attention. Donc, si on vous donne la totalité du free cash flow actuel ici, vous aurez un rendement de 12%. D'accord? Vous aurez un rendement total de 12% sur le payout ratio de 100%. Oui, on ne donne jamais 100% ici, mais ça vous permet à peu près de voir quel pourrait être le maximum dans le cas extrême. Pas se dire qu'il y a une croissance des dividendes depuis X années de tel nombre de pourcents. En parlant même de croissance des dividendes ici, vous constatez que c'est une entreprise qui augmente son dividende année après année. D'accord? Il y a des années où on a baissé ce dividende-là, c'est normal. Surtout si on est, je pense même pas qu'on l'ait baissé. Je pense que c'est une erreur ici par rapport à l'acquisition qu'on a eu à faire ici. Donc, je pense que c'est le logiciel qui le fait comme ça. Mais quand vous constatez ici que ce dividende-là, il est croissant année après année. Donc, je peux prendre ici le dividende ici. On va mettre dividende, la croissance du dividende ici. Donc, dividende par action croissant. On met ici sur les 10 dernières années. Vous constatez que sur les 10 dernières années, on a une croissance de 5%. Okay? Je peux également le mettre ici sur à peu près les 5 dernières années ici. On a une croissance à peu près de 4%. Et à peu près sur les 3 dernières années, on a une croissance de 3%. Donc, c'est un dividende qui est croissant année après année. Par rapport à l'année précédente, ici, on a une croissance de 2,98%. Donc, c'est un dividende qui est croissant. Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons une opportunité d'investissement sur cette compagnie. Ne vous attendez pas au niveau du prix à quelque chose d'extraordinaire, mais au niveau du dividende, ça peut être intéressant ici. Donc, on a une compagnie qui continue à augmenter son dividende. Même si on continue, en date d'aujourd'hui, on distribue à peu près 6,29%. 6,29%, admettons qu'on vous donne à peu près 1,03 par action. Donc, si on fait 3% de croissance à peu près sur les 5 prochaines années, admettons, donc exposons 5 ici, multiplié par le rendement actuel qui est de 6,29%, d'accord? Ça veut dire que votre dividende espéré, peut-être par rapport au prix actuel, si on continue cette croissance de 3% du dividende, vous aurez à peu près un rendement de 7,29% par rapport au prix actuel. C'est comme ça qu'on réfléchit. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est durable, les free cash flow? Est-ce que c'est stable? Qu'est-ce que l'entreprise fait? Quels sont les risques à long terme et à court terme? Est-ce que j'aime même cette industrie-là? Donc, pour British, opportunité d'investissement. Et vous allez voir d'ailleurs que toutes les compagnies de cigarettes, dont tous les cigarettiers ici représentent des opportunités d'investissement ici. En tout cas, pour ceux qui aiment le dividende. Nous, on aime le dividende et la croissance. J'ai une préférence pour la croissance du prix de l'action ici, d'accord? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que je préfère. Je vais faire fructifier mon capital le plus rapidement possible, tout en prenant le moins de risques possible. Attention, c'est pour ça qu'on recherche la qualité. Donc, au prix actuel, ça pourrait être intéressant pour ceux qui aiment le dividende, d'accord? Donc, mais le rendement, le prix maximum ici pourrait être aux alentours des 41 livres sterling. Sinon, la moyenne serait aux alentours des 39 livres sterling. De toutes les façons, on a une différence de 2 livres sterling entre les deux. Donc, on va se dire que l'entreprise ici est correctement évaluée, d'accord, au prix actuel. Mais pour le dividende, on va se dire que c'est une opportunité extraordinaire, d'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.